T'en penses quoi ? Je lui demande. Juliette dépose la bière du poulpe sur la table et un petit verre de chufflé, une recette de cocktail que je lui ai apprise, Singani, soda citron, à servir bien frais, un régal pour les papilles. Le cocktail n'est pas sur la carte. C'est mon Marius à moi. Je ne suis pas adepte du partage et je t'emmerde. Ne cherche pas où boire du Singani. En France, tu n'en trouveras pas. Pour en obtenir, je suis obligée de passer par mon bro, Mario, qui est resté vivre en Bolivie. Il aurait pu me suivre, mais non, il n'a jamais voulu. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai mon cocktail, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, comme le disait Aldous. J'enlève la paille en carton que Juliette m'a plantée dans le verre. J'ai beau lui répéter qu'elles sont encore plus nocives pour la santé que celles en plastique, rien n'y fait. En même temps, tant qu'un médecin de plateau TV n'expliquera pas aux consommateurs que ces putains de paille contiennent des PFAS, responsables de cancers, notamment celui des valseuses, Juliette continuera d'enfourguer à ses clients. Mais comme Juliette n'aime pas la danse de salon, elle ne prend pas mes conseils au sérieux. J'ai rien à en penser, il est mort, c'est tout, il me dit en posant son menton entre son pouce et son index. Je sais pas, ça ressemble à un vieux scénar de film noir de ton époque, le vieux restaurateur qui se fait buter par un truand. Ne t'aventure pas là-dedans, gamine, va t'arriver des broutilles. Impossible. Pourquoi ? Outre le fait que je sais très bien me défendre, je peux compter sur toi pour me protéger. Je papillote des yeux. Personne ne peut résister à ce petit battement docile. Franchement, je doute que ce soit une bonne idée. Puis arrête avec ton clignement des yeux de chapeauter, s'il te plaît. Il n'y a rien à découvrir dans cette histoire. Le marine jouait avec le feu, point barre. Au fait, je t'ai raconté la fois où j'ai découvert comment Huguette Turner a tué son mari et l'a noyé dans la Seine en disant à tout le monde qu'il rêvait de faire une croisière. Il me sort. Je soupire. Il m'exaspère parfois. Il a le don de sauter du coq à l'ail pour détourner l'attention. Je bois une autre gorgée de mon fabuleux breuvage et je reste silencieuse. Je sais que Gabriel ne supporte pas les silences. D'ailleurs, peu de personnes supportent les silences. Ça, je l'ai bien remarqué. À leur décharge, la base d'une conversation reste avant tout le dialogue. Je n'ai pas besoin d'avoir fait des études en psycho-machin-chose pour connaître la nature humaine. Il suffit juste d'observer le monde pour apprendre à le décrypter. En ce qui me concerne, j'aime les silences. C'est grâce à eux que je parviens à apprendre, à me concentrer, à travailler et à me remettre en question. Bon, ça peut paraître paradoxal pour une meuf qui se tape régulièrement les bruits de vie du troquet de Lascaux, non pas la grotte, les squats et tout le merdier. J'ai appris à aimer les silences car je suis toujours entourée de bruit. Je suis une nana plutôt solitaire, un peu comme le verre. Je me kiffe. Et si je ne me connaissais pas, je voudrais m'avoir comme amie. Je préfère être en tête-à-tête avec moi-même plutôt qu'en présence d'un de mes contemporains. Moi, je ne dis pas que c'est de tout repos d'être seule. Il m'arrive de râler contre moi, de me chercher des noises, de m'irriter. Mais tout ça n'est rien à côté de ce que les humains peuvent me provoquer comme réaction cutanée. Je patiente encore un peu. Gabriel fait un petit rototo. Les mots ne sont pas loin, à moins qu'il soit malade et qu'un gros glavio ne demande qu'à sortir. Il termine sa bière. Moi, je fais mine de regarder au dehors. Et comme j'ai envie de me griller un cigarillo, sans piper mot, je prends mon manteau et sors de la taverne. Je me poste devant la fenêtre. Je sais que Gabriel m'observe. Je sais que dans 2 minutes, il va enfiler son cuir, qu'il venait à peine de poser sur le dossier de la chaise, et il va me rejoindre. Et alors, il restera silencieux, et il se raclera une fois encore la gorge. Il mettra ses mains dans les poches, puis sortira une main et me demandera si je peux lui passer un cigarillo. Je lui entendrai un sang bronché, la bouche fermée, avec mon air de pouf, comme dit Julie. Puis, je remettrai ma boîte de cigares de gentlewoman dans ma poche et je regarderai ailleurs. Ah, le voilà qui se lève de sa chaise. Je le vois dans mon champ de vision. Ah non, il sort pas. Je crois qu'il va vider l'eau des pattes. M'en fous, j'attendrai. 2 minutes chrono plus tard, il enfile son manteau et sort du bar-resto. Il reste silencieux. Il se racle la gorge, il met ses mains dans ses poches, puis il sort une main, il me demande un cigarillo, je lui tends un sans piper mot, je remets ma boîte dans ma poche et je regarde ailleurs, à impression de déjà vu. C'est d'anglais, déjà vu. La tête basse, il tire une taffe, puis me regardasse.
J'aime bien conjuguer les temps comme ça. Bon, arrête de faire ta mauvaise tête. Je vais passer un coup de bigophone à mon pote journaliste, un vieux de la vieille, un vrai. Il est à la retraite, je précise, car toi et les journalistes actifs, on ne peut pas dire que vous filiez le parfait amour. Mais je ne te garantis rien. Gabriella, 1. Le poulpe, 0. Voilà. Merci. Là, c'était qu'une lecture, en fait. On vous parle pas, c'est ça? Moi, je pensais qu'on allait discuter un peu et tout, non? Bah oui, il faut. C'est l'occasion, hein, qu'on peut répondre aux questions. Ouais. On est bien, Tintin. Je t'en pose. Non? Si. Ah, si. C'est le moment où les têtes se baissent. Moi j'ai une question. Ouais. Quand on écrit à propos du même personnage, est-ce qu'on a un cahier des charges? Est-ce que vous vous concertez? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, l'éditeur qui vous donne une liste de critères à respecter? Vas-y, je te laisse répondre, chef. Parce que ça, tu maîtrises bien le sujet. Je sais pas, j'ai envie. D'accord. Ok. Oui, on a un cahier des charges qui nous a été... Alors, justement, j'évoquais ça l'autre jour. Désolé si je répète ce qu'on a dit il y a 2 jours par rapport à ça. Je vais le dire autrement. Mais on a effectivement un cahier des charges qui nous est donné, qui fait 3-4 pages, dans lequel on nous dit à quoi elle ressemble physiquement, son histoire, à Gabriella, les personnages secondaires, et puis aussi l'organisation des chapitres, parce que la Sainte Scholas, on y a tous droit à un moment ou à un autre. Le premier chapitre, on y a tous droit, comme il y avait dans la première série des poulpes, hein, exactement. Et alors, par contre, là où c'est un peu étrange, c'est que là, nous, on démarre la série. Et donc, je pense que Marissa, plus que moi, elle est le numéro 2. Donc, quand elle a pris la plume, vraiment, elle n'avait absolument aucune référence sur ce nouveau cahier des charges. Et je ne connaissais pas le poulpe non plus. Et en plus, oui, alors vraiment, elle venait de très loin. Hein. La maison d'édition m'a dit surtout, tu ne lis rien, il ne faut pas que tu te laisses, on va dire, influencer par la série, quoi. Voilà. Et moi, pas beaucoup mieux, moi je suis le 8, mais en fait, quand j'ai commencé à écrire, forcément le premier n'était pas sorti. Donc on n'avait aucun retour. Et alors c'est marrant parce qu'on est tous allés de manière à l'aveugle, et il y a toutes sortes d'épaisseurs dans l'histoire qu'on n'a pas. Par exemple, il y a un truc qu'on dit tous les deux, on parle du Singani. Qui est dans la Bible, ça. Voilà, c'est dans la Bible, mais on l'a pas traité de la même manière. Elle dit c'est mon fournisseur Mario. Moi je dis quand même qu'elle l'achète, je l'ai dit là, qu'elle l'achète à Paris. Ouais. Toi, on a un peu inventé des trucs. Et puis moi je me posais plein de questions. Je me dis, elle se déplace en moto, elle se déplace comment en fait elle se déplace. Alors j'allais voir Antoine de Kerverso, qui est l'éditeur historique du Poulpe. Je lui dis, Antoine, t'en penses quoi toi? Il me dit, j'en sais rien moi. Oui, parce qu'il y a trop de thunes en donc plus. Voilà, c'est ça. Donc on invente quoi. Et puis alors bizarrement, il y a des trucs qu'on a fait complètement pas les mêmes choses les uns les autres. Puis des fois, on a trouvé spontanément les mêmes idées parce que ça nous semblait logique. Voilà, donc c'est assez étrange. Et alors, comme le disait aussi Jean-Christophe Lopez, qui est le nouvel éditeur, Jean-Christophe, il dit que des fois, il nous pique des idées là, de ce qu'il lit, et puis il rajoute dans le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, il se développe, il s'étoffe. Voilà, moi, j'ai créé un personnage secondaire, et puis ça l'a tellement fait rire qu'il l'a mis dans le cahier des charges. Voilà, donc... voilà. On vous a demandé de reprendre certains passages parce que c'était contradictoire? Non, pas pour l'instant. Moi non, toi non plus, je crois pas. Non, pas pour l'instant, non. Ouais. Mais il y a des trucs, des fois, même moi en lisant les premiers, j'ai dit, je suis allé voir Antoine, parce que moi c'est Antoine surtout que je connaissais, mon éditeur, l'éditeur historique, bref. Je lui disais, Antoine, mais attends, mais il y a des trucs qui sont contradictoires avec le cahier des charges. Moi j'en ai vu des contradictions. Il me dit, ah bon? Par exemple, elle est censée quand même venir d'Amérique du Sud, être pas trop dans la norme et tout. Il y a un auteur qui lui donne des papiers français. Bon, voilà. Ah ça oui, je savais. Voilà. Si. Donc c'était marrant, voilà. Il y a des... Mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'en fait c'est une idée. Il faut que le lecteur il s'y retrouve d'un bouquin à l'autre, mais c'est une idée, la fille du poule. Et donc en fait, il faut que l'univers, le lecteur il s'y retrouve, mais en fait si on n'est pas tout à fait clair sur les frontières, c'est pas grave. Je vous rassure, je cite dans les 213 poulpes qui ont été écrits, puisque les poulpes, il y en a 213 qui ont été publiés, il y a au moins 150 chemins de traverse par rapport à la Bible de départ. Si
les éditeurs et les créateurs de départ s'étaient concentrés sur leur Bible, ils auraient interdit la publication de 150 ouvrages. Donc votre champ de liberté est absolument, absolument très grand. Alain le disait très bien, mais la première année, ils ont édité 100. Enfin, 100. Les 2 premières années, Comment on fait? Il faut avoir un travail, c'est un travail de fourmi d'arriver à coordonner tout sur 100 bouquins qui sortent la première année. Enfin, dans les 2 premières années, en gros. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux, c'est pas possible. Et même, il y a eu une thèse, je crois, c'est Antoine qui me disait ça, il y a eu une thèse qui a été faite sur le poulpe. Il y a quand même un étudiant qui s'est tapé tous les bouquins, qui a fait une thèse là-dessus. Et le mec, il dit, alors il s'est pris 23 bastos, 50 coups de couteau. Il a morflé le pauvre Il aurait dû poulpe. mourir 12 C'est fois. ça. Oui, voilà. Il a un avion, des fois il vole pas. Parce qu'en fait, il retape, pour ceux qui connaissent l'histoire, le poulpe historique, il retape le Polycarpe. Il y a des fois il vole pas. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Marissa, c'est votre premier polar. Oui. Et comme ça, est-ce que vous avez envie d'en écrire d'autres? Alors, moi, c'est vrai que c'est mon premier polar parce que je suis plus dans la littérature noire. Donc, j'écris des romans psychiatriques avec des thèmes très particuliers. Et là, c'est vrai que j'en lis beaucoup de polars. Mais de moi-même, je pense que si j'avais dû en écrire un, je pense que je l'aurais écrit peut-être un peu plus tard. Là, ça m'a permis de vraiment ne pas avoir le choix d'en écrire un. Et ouais, j'avoue que ça m'a tellement plu que j'en ai 2 que je suis en train d'écrire là en même temps. Peut-être qu'ils vont rester dans le tiroir, je sais pas. Mais juste pour le plaisir que ça me procure de me lancer là-dedans. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un polar, c'est pas un policier. Donc, elle n'est pas flic, elle n'est pas journaliste... etc. C'est vraiment journaliste citoyenne et je trouve ça super bien de faire des petites enquêtes comme ça. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, oui, j'avoue. Merci. Et voilà. Voilà. Si je puis me permettre, Marissa, elle a un côté punk, Marissa. Hein. Du tout, non. Et elle lui donne une épaisseur punk qui est vachement intéressant, justement, un côté trash qui est vachement intéressant, je trouve. Moi, j'ai aimé, c'est les 2 personnages, c'est de mettre Gabriel avec Gabriella parce que je fréquente beaucoup de jeunes aussi et puis je suis de 76, donc du coup je sais que quand je parle avec certains jeunes, il y a des choses que moi je me permettais de dire, par exemple lorsque j'étais jeune, qu'un jeune d'aujourd'hui va me reprendre en me disant non, ça se dit plus. Donc du coup pour moi c'était important de montrer le choc générationnel entre les 2 personnages et du coup ça enrichit un petit peu le récit en voyant vraiment un choc des générations, quoi. Non, et on voit pas une sorte de perte de liberté, puisque les jeunes d'aujourd'hui ne se sentent pas moins libres, puisqu'ils n'ont jamais connu ce que nous, on a connu quand on était jeunes. Mais je trouvais ça bien de, justement, mettre des réflexions du poulpe, que Gabriella le reprenne en disant « Ah non, mais là, ça, il ne faut pas le dire. » C'est des choses... Pardon ? Et ben en particulier, il y a un passage à un moment donné où Gabriel, ils vont passer dans une boulangerie et il fait « Oh là là, j'adore les têtes de nègre. » Et Gabriella va lui dire « Mais on ne dit pas les têtes de nègre. » Lui, il fait mais quoi, on dit pas les têtes de nègre? Moi, j'aurais aimé qu'on appelle ça des têtes de Gabriel. Et elle lui dit oui, mais nègre, c'est pas un prénom. Et lui, il fait ouais, mais c'est bon, hein, vous m'emmerdez, vous, les wokistes, toujours à essayer de. Il y a des trucs comme ça. Lui, il respecte. Il faut qu'il apprenne à suivre un peu Gabriella. Donc, il va l'entendre, il va respecter ce qu'elle dit. Mais pour lui, il y a des choses qu'il comprend pas parce que c'était tellement naturel à son époque qu'aujourd'hui, il faut qu'il apprenne à déconstruire ce que lui, il a appris pour penser un peu différemment.